En 2019, l'équipe du M3 Sénécaire a décidé de débuter un programme hybride de stenting des tétralogies de Fallot sévères du nouveau-né et du jeune nourrisson. La nécessité d'intervenir en période néonatale dans les tétralogies de Fallot est faible puisqu'elle est estimée autour de 4% dans une étude publiée récemment à partir des données prénatales du M3 Sénécaire. On peut le comparer à la nécessité d'intervenir dans près de 90% des cas dans la transposition des gros vaisseaux et dans un gros tiers des suspicions anténatales de coarctation. Les grandes séries les plus récentes de tétralogie de Fallot montrent clairement que les enfants opérés de façon élective après l'âge de 3 mois ont une survie meilleure que ceux qui nécessitent des traitements chirurgicaux séquentiels. C'est précisément dans cette population de nouveau-nés et de très jeunes nourrissons ayant besoin d'une intervention palliative avant une réparation de tétralogie de Fallot que se pose la question de la meilleure technique à adapter. En effet, si un certain nombre de facteurs de risque ne sont pas modifiables, tels que les anomalies génétiques sous-jacentes, d'autres peuvent évoluer avec le temps, comme l'âge, le poids ou la présence de symptômes. En termes d'anatomie, il y a bien évidemment également des facteurs non modifiables, mais aussi certains qui peuvent évoluer avec le temps ou dont la croissance peut être promue par un geste palliatif précoce. Les techniques alternatives pour une palliation initiale des tétralogies de Fallot sévères des petits-enfants sont au nombre de 4. L'anastomose de Blalock, la plus ancienne, le stenting du canal artériel, l'ouverture chirurgicale entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire, et enfin le stenting de la voie d'éjection. Passons maintenant en revue les indications préférentielles de chacune de ces techniques de palliation, ainsi que leurs avantages et leurs inconvénients. La première, la plus ancienne, est l'anastomose de Blalock, qui devrait théoriquement être réservée aux patients ayant des artères pulmonaires de beau calibre et chez qui on envisage de préserver la valve pulmonaire. Ce type de stratégie permet effectivement d'éviter d'abîmer la valve pulmonaire, de ne pas employer de conduit prothétique entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire, de limiter la ventriculotomie néonatale et éventuellement peut être faite sans circulation extracorporelle. Les alternatives sont le stenting du canal artériel ou éventuellement la réparation en période néonatale. L'anastomose de Blalock reste une intervention compliquée. Elle est en effet grevée d'une mortalité hospitalière non négligeable, estimée dans les dernières études autour de 4 à 5%. Il y a également une mortalité entre l'anastomose de Blalock et la réparation de la tétralogie de Fallot qui doit être prise en compte. D'autre part, la mise en place d'un shunt de Blalock se complique d'événements post-opératoires parfois très sérieux, à type de thrombose du shunt, d'hyperdébit pulmonaire, de sténose de l'anastomose et éventuellement de déformation des branches pulmonaires. Le stenting du canal artériel est une alternative à la mise en place d'une anastomose de Blalock, mais dans les tétralogies de Fallot très sévères, confinant à l'atrésie pulmonaire à septum ouvert, l'anatomie du canal artériel est souvent complexe, avec plusieurs tortuosités, une naissance dans le sens de l'arche aortique, ou bien, quand la crosse de l'aorte est à droite, une naissance du tronc artériel branchiocéphalique qui peut rendre l'implantation d'un stent complexe. Pour pallier les difficultés d'abord ou de cathétérisme de ce canot artériel malformatif des tétralogies de Fallot sévères, d'autres voies d'abord que l'artère fémorale ou la veine fémorale ont été utilisées, comme la voie axillaire ou la voie carotidienne, qui nécessitent une coopération médico-chirurgicale. De la même façon que l'anastomose de Blalock peut se compliquer, le stenting du canal artériel a un certain nombre d'inconvénients. Il peut aggraver les sténoses des branches pulmonaires, il peut compromettre la croissance d'un des deux vaisseaux emprisonnés par les mailles distales du stent. La durée de vie de ce type de palliation est souvent plus courte que celle des anastomoses de Blalock, et il reste nécessaire de donner un traitement anti-agrégant, souvent double, pour prévenir les thromboses aiguës de ce type de stent. L'ouverture chirurgicale entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire a été en grande partie promue par l'équipe de Necker Enfants Malades. Elle s'adresse essentiellement
aux formes de tétralogie de Fallot avec des artères pulmonaires de très petite taille ou bien déconnectées qui justifient une reconstruction de la bifurcation. L'objectif est de promouvoir la croissance symétrique des branches pulmonaires et d'être plus physiologique que l'anastomose de Blalock en amenant du sang fortement désaturé dans les poumons. Les alternatives sont le stenting de la voie droite ou bien la réparation en période néonatale. Cette ouverture chirurgicale de la voie VDAP est grévée d'une morbidité et d'une mortalité qui ne sont pas négligeables. Et comme vous pouvez le voir sur cette courbe actuarielle, la survie à 1 an des formes sévères de tétralogie de Fallot et d'atrésie pulmonaire avec CIV traitées par cette technique est estimée autour de 10%. La mortalité hospitalière est réduite par rapport à celle de l'anastomose de Blalock. Il n'y a pas de mortalité avant la réparation dans la plupart des séries, mais le risque d'avoir des sténoses des branches pulmonaires est tout à fait conséquent et estimé autour de 10%. La dernière option de palliation et la plus récente est le stenting de la voie droite, qui s'adresse à des patients qui ont des caractéristiques anatomiques et fonctionnelles proches de ceux pour lesquels il y a une indication d'ouverture entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire. La dernière option est celle de la réparation non élective en période néonatale ou chez de très jeunes nourrissons. Une étude récente compare ce type de réparation néonatale avec l'anastomose de Blalock chez des enfants de moins de 3 mois et elle montre qu'il n'y avait pas de différence significative de mortalité entre les deux techniques, à l'exception des patients les plus jeunes, de ceux ayant des anomalies extracardiaques et des prématurés. Une méta-analyse incluant un peu moins de 4000 patients dans 8 études a comparé le devenir et les complications post-opératoires des enfants ayant eu une réparation néonatale entre l'âge de 6 et 20 jours, comparé à ceux ayant eu une réparation élective à partir de l'âge de 2 mois. Le forest plot que vous pouvez voir sur cette diapositive montre très clairement que la réparation néonatale se complique de façon beaucoup plus fréquente d'événements graves post-opératoires et que la mortalité y est significativement plus élevée. En pratique, la réparation élective en période néonatale doit a priori être évitée autant que possible dans les formes de tétralogie de Fallot sévère, ce d'autant que la mortalité y est élevée, autour de 6%, que, en termes médico-économiques, elle est nettement moins efficace et qu'elle justifie, dans de plus nombreux cas, la mise en place d'un patch transannulaire, ce qui permet d'anticiper une morbidité tardive plus importante. Une étude récente du groupe de Toronto a comparé la stratégie de réparation élective après l'âge de 3 mois avec le stenting de la voie d'éjection droite et la réparation non élective avant l'âge de 3 mois. Ce travail montre très clairement qu'en termes de risque de réopération, le stenting de la voie droite comporte le plus élevé, puisqu'il est souvent nécessaire de redilater le stent pour optimiser la saturation. Mais ce travail montre également que les enfants réparés de façon précoce avant l'âge de 3 mois ont également besoin de réintervention précoce pour différentes raisons, qu'il s'agisse d'anomalies de croissance des branches pulmonaires ou de fuites pulmonaires mal tolérées. La conclusion de ce travail est donc que le stenting de la voie droite, bien que comportant un risque de réintervention avant la réparation, doit être préféré à une réparation néonatale. L'équipe la plus expérimentée en termes de stenting de la voie droite est celle de Birmingham, au Royaume-Uni, dirigée par le Dr Oliver Stumper, qui a pu montrer clairement que s'il y avait un risque de réintervention plus élevé dans le stenting de la voie droite comparé à l'anastomose de Blalock, la différence était très significative en termes de mortalité, puisque celle-ci était nulle dans le groupe stenting, qu'il y avait une réduction du temps passé en réanimation, une meilleure oxygénation de l'enfant, mais également une meilleure croissance des branches pulmonaires. Un algorithme précis de prise en charge des tétralogies de Fallot sévères n'est pas encore totalement défini, mais
il est sûr aujourd'hui qu'il dépend d'un certain nombre de paramètres anatomiques, comme l'anatomie des branches, la possibilité ou non de préserver la valve pulmonaire pour réduire la morbidité tardive, et l'anatomie du canal artériel, autorisant un stenting aisé ou non. À partir de ce type d'algorithme, on peut probablement définir une indication de stenting de la voie droite chez des enfants ayant une tétralogie de Fallot avec des branches pulmonaires de petite taille, chez qui on ne peut a priori pas préserver la valve pulmonaire. L'alternative étant la chirurgie d'ouverture entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire. En 2019, nous avons mis au point, au sein du M3C Necker, la technique de stenting hybride de la voie VDAP dans les formes sévères de tétralogie de Fallot. Voici en bref la méthode qui est utilisée, ici chez un enfant de 1,8 kg ayant une tétralogie de Fallot sévère, profondément cyanosée. La première étape est la mise en place d'un clip au site de l'anneau pulmonaire, puis le ventricule droit est ponctionné à l'aide d'un introducteur habituel et un guide est mis en place au travers de celui-ci dans une des branches pulmonaires. Vous pouvez voir sur cette séquence vidéo la ponction du ventricule droit, puis la mise en place d'un introducteur dans le ventricule droit dirigé vers l'infundibulum et enfin le cathétérisme avec un guide de la voie VDAP. Donc j'enlève ça. Tu tiens la trop. T'auras ce guide quand il sort. Tu l'as? Une fois l'introducteur et le guide en place, une angiographie est faite pour vérifier l'anatomie de la voie d'éjection droite et des branches pulmonaires. Puis un stent coronaire de 5 mm est mis en place dans la voie VDAP en vérifiant sa position à partir du clip que le chirurgien a posé sur l'anneau pulmonaire. Enfin, une angiographie de contrôle permet de vérifier la bonne position du stent et l'anatomie des branches pulmonaires au-delà. La mise au point des techniques hybrides au M3C Necker a été rendue possible par la collaboration étroite entre l'équipe de cathétérisme cardiaque et l'équipe chirurgicale et devrait se développer dans d'autres indications dans un futur très proche. La tétralogie de Fallot est une cardiopathie à la fois simple et complexe qui fera l'objet de la deuxième M3C Académie prévue le 3 octobre 2019 à l'hôpital Necker Enfants Malades. Pour vous inscrire, connectez-vous sur le site www.carpedem3c.com.